Alors, sans plus tarder, cher Stéphane, je vais vous céder le plateau. J'aurai tant de choses à dire sur vous, mais je m'arrête. Stéphane André, fondateur de l'école Polar. Merci beaucoup. C'est difficile de ne pas vaciller quand on est à ce point mis en évidence devant la foule que vous êtes en face de moi, mais c'est pour moi un nouvel exercice et tous ceux qui interviennent ici en public dans leur métier, dans leur activité politique ou associative, savent que c'est un défi tous les jours et que le cœur du défi, c'est la maîtrise de l'émotion, mais aussi la canalisation de l'émotion au service d'un projet qui est toujours plus grand que nous. Et c'est ça le défi de tous les orateurs, quelle que soit la place qu'ils occupent. Agent de maîtrise chez PSA à Mulhouse, directeur d'école de guerre, enseignant. La fonction d'enseignant que j'ai eue toute ma vie est beaucoup plus grande que ma petite personne. Et en général, c'est le cas. Toutes les fonctions que nous avons, qui consistent à diriger, animer, motiver des gens, sont des fonctions qui sont plus grandes que nous. Et par conséquent, nous devons les incarner. Incarner sans la carne n'est pas possible. On a parlé du corps, je voudrais en reparler. À propos d'un documentaire qu'on a vu sur la chaîne parlementaire le 2 juillet. Documentaire sur les différents présidents de la République de la 5e. Et tous les commentateurs étaient d'accord, sans identifier ni même nommer la cause, la décadence de la parole en public, la décadence de l'éloquence. Tous les commentateurs étaient d'accord pour dire que, après Mitterrand et De Gaulle, qui étaient pour eux les plus grands orateurs de cette 5e République, commençant par Chirac, puis avec Sarkozy et jusqu'aux autres, il y avait une désacralisation de la fonction présidentielle. Désacralisation, c'est-à-dire déthéâtralisation. Théâtraliser, c'est incarner. Ça n'est pas faire l'histrion. Ça n'est pas se montrer avantageusement. Quand j'entends des gens qui disent « mais ça c'est du théâtre », la libre d'écouter, le temps d'écouter qu'on a pour dire ça, me fait honte pour tous les comédiens qui ont l'honneur de servir Shakespeare ou Molière. Théâtraliser, c'est incarner quelque chose de plus grand que nous. Eh bien, quelle que soit l'idée politique, le général de Gaulle et François Mitterrand, théâtraliser, à la limite, ils en auraient fait un peu plus, ils sont dans le ridicule. Mais ils allaient jusqu'au bout de l'incarnation de la fonction, sans peur. Ensuite, physiquement, il y avait une espèce de verticalité chez ces gens-là. Vocalement, le son était très pur, très identifié, très personnel. Et intellectuellement, ils proposaient un projet à la France. On était d'accord ou pas, on votait. Mais ils proposaient un projet à la France. Depuis, les présidents, physiquement et vocalement, ont évidemment abandonné complètement l'éloquence, les épaules qui se lèvent, les tics gestuels, les nervosités dans la voix, et puis en même temps, vocalement, tout se coince, ou alors ça devient un peu nasal, comme chez M. Macron, un peu guttural, comme chez M. Sarkozy. Bref, le corps se délite, et l'idée, évidemment, PVI, l'idée se délite en même temps. Et aujourd'hui, un président de la République vous parlera de son amoureuse en disant que c'est du sérieux. Un autre président accompagnera par la parole un jardinier pépiniériste à traverser la rue pour trouver un petit emploi. C'est pas le job d'un président de la République de descendre dans la rue. C'est le job d'un président d'incarner là-haut, sur la montagne, le pays. Il n'est pas étonnant que les fonctions de leader étant totalement désacralisées, et ça peut se passer dans une association, ça peut se passer dans une armée, ça peut se passer dans une entreprise. La politique, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais ça peut se passer partout. Il n'est pas étonnant que lorsque les leaders n'incarnent plus, alors la population se divise, l'archipel français, alors les conflits existent. Quand il s'agit de l'eau, quand il s'agit d'un deuil ou quand il s'agit d'autre chose, et peu à peu, la nation, l'entreprise ou l'association se défait. Parce que la parole, là-haut, n'existe plus,
l'incarnation n'existe plus. Vous voyez, ce n'est pas une question d'intelligence ou de savoir-faire, c'est vraiment la pratique de la parole, la pratique du corps en scène pour faire ce qu'on doit faire. Alors évidemment, il y a une mode aujourd'hui qu'on appelle la mode de l'éloquence. Cette mode de l'éloquence, elle date il y a une dizaine d'années à peu près. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, il y a les concours d'éloquence partout. Même nous, nous en faisons. C'est tout vous dire. Il y en a partout. Ces concours d'éloquence récompensent en général l'art du bon mot, avec une prime accordée au bon mot qui tue, l'art du jeu de manche, le stand-up est une exhibition personnelle, et de façon générale, tout ce qui concerne aujourd'hui l'éloquence, c'est du brio. D'ailleurs, il y a un titre, par ailleurs, d'un film très intéressant, puisque c'est sur l'approche de la parole par Schopenhauer. Le film est intéressant, mais le titre est aussi intéressant. C'est un film d'Yvan Attal que vous connaissez, Le Brio. Vous voyez? Et aujourd'hui, la conception qu'on a en France de la parole en public, c'est briller en public. Certains disent même savoir se vendre. Personne n'est à vendre. Un orateur n'est pas une pute. Je suis désolé de vous dire ça, c'est le seul mot grossier que j'emploierai ce soir. Mais je voudrais aller jusque-là parce que je voudrais qu'on le retienne bien. Ce qui est à vendre, c'est une idée, c'est un projet. Et on est donc au service du projet et au service du public. Fut-il un adversaire quand on débat. Je reviens maintenant aux personnages. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus que des personnes qui se mettent en évidence et on ne voit plus de personnages. Comment construit-on un personnage? Comment incarne-t-on un personnage? Eh bien ça peut effectivement se faire, et nous l'avons trouvé à l'école de l'art oratoire. Mais l'ayant trouvé, après 50 ans, ou un peu moins, puisque voilà quelques années que nous parlons maintenant du RDV, ayant trouvé cette éloquence naturelle à travers le RDV, je me suis soudain rendu compte que chacun d'entre nous, quand nous étions petits, nous avons tous été des orateurs. C'était vers l'âge de 5 ans, l'âge auquel les Freudiens situent l'intégration du tabou de l'inceste, la résolution du complexe d'Oedipe, où l'enfant n'est plus le rival du parent du même sexe pour conquérir le parent du sexe opposé. Vous connaissez. On sort tous plus ou moins névrosés de cette résolution du complexe d'Oedipe. Mais enfin, en gros, on s'en tire quand même. Il est évident qu'à ce moment-là, l'adulte de 5 ans existe. C'est un adulte nouveau-né, ni cultivé, ni éduqué, mais c'est un adulte à part entière. L'enfant de 5 ans est un adulte. Il a un regard. Et même quand il regarde les adultes autour de lui, il a un regard qui est empreint de 2 messages. Premièrement, la confiance. Il a un regard confiant, même quand son parent, sa maman ou son papa le gronde, il a un regard confiant. Et le deuxième message qu'il a dans ce regard, c'est la curiosité. Pourquoi papa est-il en colère? Mais il n'a pas peur. Et le regard de cet enfant est un regard d'amour. J'aurais l'air d'un passe-lacet, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'entre en tant que personne, mais d'abord je commence par le regard. Et je commence à m'intéresser aux gens. Et en avançant, parce que je me nourris de vous, je sens, et je dois le contrôler, pendant que je suis en train d'entrer, je sens mon dos qui se tient tout droit. Et là, tout d'un coup, ma verticalité existe. Ma curiosité a amené mon dos. Ne jamais travailler le dos sans le regard. Vous avez vu rentrer d'ici une personne, seulement le regard était technicisé, une personne ordinaire, totalement ordinaire, et tout d'un coup, vous êtes là, incroyable. Et là, c'est un enseignant qui, pour la circonstance, est un conférencier. C'est la métamorphose de la personne en personnage. Le leader tire son autorité du peuple, de la façon dont il regarde le peuple. C'est parce que je vous regarde avec intérêt, décidé, que vous m'accordez ma verticalité, c'est-à-dire mon humanité. Nous sommes les seuls animaux naturellement verticaux dans le règne animal. Alors j'avais une hypothèse. Est-ce qu'une réunion de travail en entreprise peut se dérouler comme une pièce de théâtre? Est-ce que c'est possible? Parce que si ça se déroulait comme une pièce de théâtre, ce serait formidable. Les comédiens, entre eux, ont des problèmes, ont des oppositions les uns par rapport aux autres, des jalousies, etc. Ils s'engueulent souvent.
même on sortait de la répétition, mais quand ils entrent en scène, alors ils font leur métier, ils incarnent un personnage. Et les rôles se répondent pendant toute la représentation. Et tout d'un coup, tout fonctionne, la pièce fonctionne, les rôles en harmonie les uns avec les autres donnent toute la puissance de la pensée de l'auteur dramatique. Est-ce que l'entreprise pourrait organiser des réunions où, autour de la table, chacun incarnerait son rôle, même en se taisant, proposerait le personnage à celui qui parle, lequel construirait son personnage pour celui qui l'écoute. Et alors on aurait des réunions qui seraient formidables dans l'entreprise. Un homme m'a permis de vérifier cette hypothèse. Cet homme était le dirigeant d'une grande entreprise française connue dans le monde, dans le secteur d'équipement automobile, Didier Miraton. Didier Miraton, qui m'a fait l'honneur de faire la préface de mon dernier ouvrage, Didier Miraton m'a proposé de tester cette hypothèse dans son entreprise. 300 chercheurs, des groupes de projets, et Didier Miraton m'a dit, est-ce que tu veux essayer de vérifier cette hypothèse dans mon entreprise? Nous avons donc formé chaque effectif de groupe de projet en 2 jours au RDV, à la parole en public, petit séminaire, entre 10 et 20 ingénieurs par groupe de projet. Nous les avons formés, et les ayant formés, nous sommes intervenus, c'est ça qui était extraordinaire pour nous, directement, ce n'était pas des simulations, dans leurs réunions réelles, des réunions où ils se réunissaient pour élaborer des tests sur machine et un certain nombre d'études qui allaient être conduites jusqu'à la prochaine réunion où on tirait des conclusions pour avancer. Le projet s'élaborait, se construisait quelquefois sur plusieurs années. Et dans ces réunions, nous sommes intervenus, 2 professeurs de l'école d'art oratoire, dans chaque réunion, et nous étions 2 à aider ces ingénieurs qui étaient très loin, 2 jours avant, de nos techniques, à aider ces ingénieurs, soit à distance, en soutenant leur voix, en leur rappelant cette verticalité, en leur rappelant le regard, soit au contact physique, où de temps en temps nous les aidions en tirant doucement sur le cou, nous les aidions à retrouver leur verticalité. Nous avons aidé ces ingénieurs à appliquer le RDV tout le long d'une réunion, d'1 heure, de 2 heures. Vous savez, les réunions habituelles, et c'était le cas de ces réunions, on appelle ça la réunionite quelquefois, les réunions habituelles ne sont pas des échecs absolus, sinon on les arrêterait. Mais ce sont des échecs relatifs. Tel ou tel sort d'une réunion en disant « j'ai dit ce que je voulais dire, mais personne n'en a tenu compte ». D'autres se disent « je dirais bien un truc, mais je me tais, parce que demain je vais retrouver un tel, et comme je ne vais pas m'empoisonner la vie, je ne vais pas l'embêter avec ça, donc je ne dis rien ». Et on sait que dans les réunions, il y a un accord entre 2 ou 3 personnes, les autres sont mis sur le côté, et on applique en demandant une décision. Ça s'appelle la réunionite. Ce type de réunion, je le qualifie, si vous imaginez qu'un être humain est un système, pardonnez-moi, mais il faut mécaniser les choses. Un être humain est un système, eh bien, je dirais que ces réunions habituelles. Et c'était le cas de ces réunions qui étaient ni mieux ni mal tenues que dans d'autres entreprises. C'est une juxtaposition de multiples systèmes à cerveau unique. Juxtaposition de multiples systèmes à cerveau unique. En travaillant simplement le corps à corps des orateurs, nous avions réussi le cerveau à cerveau, et nous avions fait de cette juxtaposition de multiples systèmes à cerveau unique un système unique à cerveau multiple. Un système unique à cerveau multiple. Nous avions réalisé ce qui est encore le loup blanc chez nous, l'intelligence collective. Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vu. Nous l'avions réalisé. Grâce à Didier Miraton, que je remercie ici, publiquement. Vous aurez l'occasion de rencontrer tout à l'heure, peut-être, à la sortie de cette conférence. Et il est là au premier rang, et je le remercie en le regardant dans les yeux. Nous avons... Oui. 3 résultats obtenus dans cette réunion. Le premier résultat,
suppression des autocensures. Je prends un témoignage. Un technicien qui était dans ce groupe de projet, dans un groupe de projet, nous a dit, en débriefant après, nous a dit, moi je suis le seul technicien dans ce groupe d'ingénieurs, en général, ça me fiche la trouille de prendre la parole, donc je me tais, je dis de temps en temps ce que j'ai à dire, mais jamais trop souvent. Et il nous a dit son étonnement, il était intervenu sans crainte, sans peur, et après coup seulement, il s'était rendu compte qu'il avait dit tout ce qu'il avait eu envie de dire. L'autocensure n'existait plus. Mais en effet, système unique à cerveau multiple, c'est que la parole du groupe, à ce moment-là, passait au-dessus de sa fonction et mobilisait son discours. Il n'était que le médium quand il parlait. Il n'était que le médium de la pensée du groupe. C'est pas lui qui parlait, c'est le groupe qui parlait à travers lui. C'est une fonction médiumnique que devrait vivre chaque participant à une réunion. Donc, suppression de l'autocensure. Deuxième résultat, disparition totale des conflits. Plus un seul conflit. Sur le nombre de groupes de projets que nous avons fait chaque année, disparition totale des conflits. Quand on réussit le corps à corps, on réussit le cerveau à cerveau. Les conflits avaient disparu. Et je voudrais dire quelque chose sur les conflits. Très souvent, on pense que les conflits viennent des désaccords. En réalité, c'est faux. Les conflits ne viennent pas des désaccords, mais de l'expression des désaccords. Autrement dit, ça place l'éloquence au cœur même d'une paix sociale dans un groupe de travail, au cœur même d'une écologie sociale. Disparition totale des conflits, intelligence collective, et le troisième résultat obtenu, c'est une créativité maximum dans ces groupes de projets, et nous avions là, ces jours-là, une année, une spécialiste de l'Académie des sciences, une dame qui était là, spécialiste de la créativité, qui assistait à notre travail et qui a pu en témoigner. Autrement dit, nous avions réalisé une micro-société avec une technique que nous appelons aujourd'hui dans notre école la production de groupe en réseau construit, la PGRC, production de groupe en réseau construit, nous l'avions réalisée. Imaginez maintenant une entreprise, dans sa totalité, qui dans toutes ses réunions, ses entretiens face à face dans un bureau, etc., fonctionnerait en PGRC. Elle serait leader. Mais un leader qui aide les gens qui sont en face à rentrer dans une société saine. C'est-à-dire qu'elle serait leader pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour l'administration. Elle serait leader et elle répondrait autour d'elle, parce qu'elle existerait sans agresser, sans heurter. Elle répandrait autour d'elle une écologie sociale qu'elle dispenserait tout autour d'elle. Imaginez maintenant. Tout autour de la planète. Tous les êtres humains. Je sais, c'est une utopie. Mais sans utopie, j'y arriverai jamais à faire mon travail quotidien. Tous les êtres humains. Il n'y a plus le regard mort de Poutine. Il n'y a plus le regard minéral de M. Trump derrière ses meurtrières, de blocos. Et même si dans un G20, 18 orateurs, chefs d'État, fonctionnaient en leader, je suis certain qu'ils éveilleraient chez M. Trump et M. Poutine, ils éveilleraient une éloquence naturelle, que tous les deux retrouveraient un regard, un dos et une voix, à condition qu'on ne les singularise pas, qu'on n'essaie pas de les viser, qu'on travaille sur l'ensemble du groupe dont ils font partie. Eh bien, les orateurs trouveraient à ce moment-là des mots, des tons et des rythmes adaptés, y compris à M. Poutine et à M. Trump. On arriverait à une écologie sociale, et puisque la nature nous donne un défi énorme aujourd'hui, avec les grands problèmes qui se posent sur notre écologie globale, de plus en plus nous aurons des conflits là-dessus, si nous n'avons pas de leader, eh bien, il est souhaitable qu'une écologie sociale qui se répande comme ça, et même probable, finisse par résoudre les problèmes de notre écologie. Il y aurait la paix et retour à la préservation de la nature, dont nous sommes partis, il ne faut quand même pas l'oublier. Si elle disparaît, nous disparaissons aussi. Bon courage à tous, devenez des orateurs, devenez des gens de paix autour de vous.